l'intelligence artificielle et le cancer. Dit comme ça, on a l'impression de combat entre deux monstres. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'il faut avoir. D'un côté, vous avez effectivement le cancer qui, en France, tue 150 000 personnes. Mais de l'autre côté, voyez-vous, vous avez un certain nombre de signes minuscules qui signent le forfait du cancer. Et c'est sur ces petits signaux-là que l'intelligence artificielle travaille, de façon à pouvoir remonter les causes, de façon également à pouvoir rassembler les indices, à pouvoir ainsi diagnostiquer avec avance un cancer ou l'autre, et aussi pouvoir travailler sur des soins individualisés. Tels sont les enjeux. Marco Fiorini dirige la table ronde. Il est archéologue, data analyst, gestionnaire public, biologiste. C'est surtout un humaniste pressé de résultats, directeur général du projet de filière IA et cancer. Je vous demande de l'accueillir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. J'invite mes amis et collègues à me rejoindre. Thierry, Clarisse, Christine. Merci à vous d'être là. On va essayer de balayer tous les enjeux de l'IA et des données. Il y a des micros partout, donc installez-vous comme vous le souhaitez. Et de replacer le patient au cœur de ces enjeux. Rien ne vaut si le patient n'est pas gagnant de ce que l'on essaye de faire. Nous sommes au début d'une odyssée. On va essayer de vous en donner quelques idées, quelques jalons à venir avec mes invités. Clarisse Lost, présidente de MSD France, présidente du programme IA et Santé, du contrat stratégique de filière. Thierry Breton, directeur général de l'Institut national du cancer, partenaire depuis l'origine du projet dont on va parler. Christine Chaumienne, vice-présidente du board Mission Cancer Horizon Europe. L'événement est parrainé par la PFUE, donc merci d'être avec nous. Pour démarrer, je voudrais placer le patient au cœur de notre échange. Nous avons pas mal d'initiatives. Thierry, il y a une dynamique à l'échelle de la France. Il y a une stratégie décennale 2021-2030 qui a été mise en place autour de la prévention, de la capacité à limiter les séquelles contre les cancers de mauvais pronostics. Pour que tout le monde bénéficie des progrès, et l'IA peut être un vecteur, une première question relativement simple. Quelles opportunités en termes d'innovation autour de ces grandes thématiques de la stratégie décennale ? Merci Marco, et bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation. Oui, cette stratégie, elle est très ambitieuse, elle est inédite dans le sens où on passe de plans quinquennaux, ce qui était le cas jusqu'à présent avec les plans cancer, à une stratégie qui est décennale, avec des objectifs qui sont quantitatifs, aussi en termes de réduction du nombre de cas de cancer, de réduction des séquelles, de lutte contre les cancers de mauvais pronostics ou de participation au dépistage. Elle est ambitieuse aussi en termes de moyens, puisque la première partie, donc la feuille de route qui va jusqu'en 2025, alloue un peu plus d'1,7 milliard à l'ensemble de ces actions-là. Alors l'innovation, elle est un peu nichée partout dans la stratégie, donc je ne vais pas pouvoir tout décrire, mais vous dire un peu plutôt l'esprit et la philosophie qui a présidé à son écriture. Je dirais que d'abord, peut-être, on a mis dans la stratégie des choses qui sont un peu connues, mais qui sont importantes du point de vue administratif. C'est-à-dire que l'Institut national du cancer est une agence publique. Il y a une partie des aspects qui concernent l'innovation que l'on ne voit que de très loin. Donc, tout ce qui est l'accompagnement industriel, des startups et tout ça, on ne s'en occupe pas. On aimerait bien, mais on ne s'en occupe pas. Mais on a quand même bien identifié des sujets qui sont autour des goulets d'étranglement administratifs ou de fonctionnement administratif qui sont très importants. Je pense qu'avant de voir quelles sont les innovations thématiques qui peuvent exister, je pense qu'il y a des procédures, des processus, une façon de faire, une agilité, une souplesse qu'il faut développer au niveau de l'administration. Donc il y a des sujets particuliers qui sont pointés, sur lesquels nous avons commencé à travailler. La remodélisation du fonctionnement du RIHN, c'est un peu technique, mais c'est quand même important. Donc le répertoire des innovations hors nomenclature, qui est censé financer des innovations, mais qui en fait est devenu un petit goulet d'étranglement. Il a le mérite d'exister, mais il n'est pas très performant. Et on sait qu'autour de ces enjeux-là, et pour les startups et pour tous les développeurs d'innovation, l'enjeu, ça va être d'aller, au droit commun et le plus vite possible à la tarification.
pour le dire un peu raviant. Donc là-dessus, il faut qu'on puisse travailler. On a des actions qui sont prévues dans la stratégie avec nos collègues du ministère de l'Assurance Maladie là-dessus. On le sait, vous l'avez déjà un peu dit, parfois un peu long. Hein, ce sont des évolutions qui prennent un peu de temps, mais c'est très important. Après, notre façon de soutenir l'innovation, elle est, je dirais, dans les orientations scientifiques que nous avons voulu mettre en exergue, en avant dans cette stratégie et renouer un peu avec une mission historique de l'Institut national du cancer dans la structuration de la recherche. Donc les thèmes que tu as indiqués sont des thèmes sur lesquels nous avons des appels à projets de recherche fondamentale, de recherche interventionnelle, de recherche translationnelle, de recherche clinique, qui sont ceux qui vont faire naître, on l'espère, les innovations demain. Donc on est dans un travail d'amont, en fait, hein, donc sur le dépistage, sur la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, sur le parcours de patients, sur la télésurveillance, en fait, tous ces dispositifs-là, donc de nourrir finalement le corpus théorique. Donc ça, c'est la deuxième brique, voilà, qui est de faire cet effort de recherche supplémentaire que nous avons mis en place. Et la troisième, c'est comment être au plus près des besoins des patients. Il faut être avec les patients, entre guillemets. Et pour nous, ce n'est pas évident parce que nous n'avons pas de réseau, nous sommes une agence nationale. On ne peut pas se démultiplier. Donc on a mis en place quelques types de modalités de fonctionnement qui sont là aussi pour faire en sorte que quand l'écosystème se réunit autour du patient et on essaie de trouver une solution. Donc on a mis en place un Living Lab. Alors pour nous, c'est une grande innovation, donc ça existe depuis longtemps dans le privé, mais c'est quand même important. Et en fait, on essaie dans ce Living Lab de réunir des patients, des acteurs institutionnels comme nous, des cliniciens, des chercheurs, des financeurs, des startups, et pour co-construire ensemble quelque chose qui va être l'innovation, qui va répondre aux besoins et qu'on ne parte pas sur des mauvaises pistes. Et je rajoute en fait le dernier point qui est abordé dans la stratégie, mais qui peut-être est un point aussi important, c'est celui de l'évaluation. Hein, je veux dire, il faut qu'on soit en mesure collectivement de regarder ce que sont des innovations, quelle est la preuve, la démonstration probante qu'elles apportent dans leur objectif, et parfois reconnaître que des innovations qu'on pensait être des innovations n'en sont pas. Donc je pense que le sujet de l'évaluation et l'agilité autour de l'évaluation est aussi un sujet important. Pardon, peut-être été un peu long. Non, c'est extrêmement intéressant parce que l'évaluation parfois passe par de l'IA, on va en parler. Christine, donc vous êtes vice-présidente du board Mission Cancer Horizon Europe. Vous avez été extrêmement ambitieux dans un plan 2021-2027. Vous visez des solutions concrètes. J'ai noté 3 millions de vies sauvées d'ici 2030. Qu'est-ce que sont les grandes lignes de cette mission à l'échelle européenne ? Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde et puis merci d'être là dans une réunion qui met ensemble la santé et le numérique. Bon, donc en effet, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis longtemps. Donc je vais prendre juste ma casquette de cancer mission au niveau de l'Europe. Ce qui est important, et en fait ça va tout à fait refléter ce que Thierry Breton vient de dire, c'est qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de la Commission européenne et surtout lors du bilan stratégique de H2020, donc pour la recherche et l'innovation, que le citoyen ne voyait pas les résultats de la recherche et de l'innovation, ce qui est quand même crucial, étant donné que le vote du budget recherche et innovation au niveau de la Commission européenne est défendu et voté par le Parlement. Et comme vous savez, les parlementaires sont des représentants des élus et des citoyens. Donc ce constat a permis, je pense, de lancer toute une initiative de réflexion différente au travers à la fois de la Commission européenne, mais que l'on voit également, et que je suis aussi beaucoup donc, le ministère de la Recherche et de l'Innovation en France, et également, donc, comme Thierry Breton vient de le dire, dans la réflexion de la stratégie décennale autour du cancer en France, la prise de conscience que le patient était au centre et devait être au centre de nos actions dans le cancer. Et je pousserai quand même un petit peu plus loin, compte tenu maintenant de l'enjeu de la prévention du cancer, de l'importance du citoyen. Et donc, pour pouvoir changer un petit peu ce paradigme, la Commission européenne a demandé à des économistes qui travaillaient sur le concept mission de venir mettre en place 5 missions pour répondre à des défis que la Commission européenne avait identifiés. Et ces 5 défis sont le climat, les villes neutres, les océans et les mers propres, les sols, bien sûr, propres également. Et il n'y a qu'une seule mission
qui est directement en lien avec la santé, et c'est la mission cancer. Alors vous savez tous qu'on ne peut pas en être fier. En France, la première cause de décès, c'est le cancer. On a été très fort pour les maladies cardiovasculaires, mais malheureusement, donc maintenant, c'est le cancer qui est la première place. Dans les autres pays de l'Europe, la cardiovasculaire est encore en première place dans beaucoup de pays, et donc le cancer est en deuxième place. Mais cette prise de conscience que le défi actuel était en effet de limiter les causes de décès de cancer est devenu, pour la Commission européenne, un défi aussi important que les 4 autres que je vous ai cités. Et donc le concept de la mission est un concept très proche de celui que Thierry Breton vous a présenté autour du Living Lab. Et le Living Lab est un outil que la mission cancer, dans son implémentation, a mis en avant comme un outil possible de co-construction, de projets de recherche et d'innovation, mais pas que, ensemble avec tous les acteurs qui veulent répondre à une question, trouver une solution à une question. Et donc ceci nécessite à la fois de définir quels sont les besoins et les demandes des citoyens et des patients, et de trouver les solutions ensemble, et donc notamment avec les différents acteurs qu'on met autour de la table. Et donc cet outil est un outil différent de mettre en place des projets de recherche, pas quelque chose où on est vraiment très habitué. C'est pas évident de mettre des gens autour d'une table et travailler ensemble pour répondre à une question. IA et cancer, je pense, vous y avez déjà commencé. Et donc, cette nouvelle, disons, manière de faire, pour moi, est quelque chose qui doit être forcément un potentiel aux autres outils de recherche et d'innovation, et de mettre en place, bien sûr, des actions de santé publique. Et donc, cet outil supplémentaire devrait, j'espère, nous permettre d'être plus actifs et plus rapidement. Donc, quand je dis plus rapidement, donc vous savez, c'est identifié comme un défi, le cancer. Donc, forcément, il faut aller vite. Il faut aussi aller vite, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, que ce soit au niveau de la France ou que ce soit au niveau de la Commission européenne, des moyens financiers importants ont été mis en place pour justement les missions, la recherche et le plan Cancer Europe qui a été lancé en même temps. Et donc, si on n'est pas tous là, prêts à pouvoir se retrousser les manches, utiliser cet argent qui nous est donné pour pouvoir trouver des solutions pour lutter contre le cancer, eh bien, comme tu l'as dit, en 2027, eh bien, on aura raté le coche. Donc, c'est une opportunité, cette mission cancer, ces missions que la Commission européenne a mis en place. Elle rejoint un certain nombre, forcément, d'actions qui sont mises en place à l'échelle nationale dans les 27 pays membres. Et donc, il faut pouvoir, ensemble avec les différents États membres, répondre aux appels d'offres, et on en reparlera, je pense, tout à l'heure, qui vont permettre justement, pour la réunion d'aujourd'hui, de mettre en place, tout à côté, l'intelligence artificielle et les données de santé des patients atteints d'un cancer, mais aussi des données de santé qui permettront de prévenir le cancer. Merci infiniment. On va en reparler, l'aspect prévention. Vous savez que le cancer est un objet d'une complexité logarithmique. Plus il évolue, plus il est complexe. Les variations génétiques sont absolument logarithmiques. C'est un enjeu clé pour l'intelligence artificielle qui dépasse, qui réfléchit, qui est différente de l'intelligence humaine. On va aborder la vision industrielle. Face à tous ces enjeux, face à ce potentiel qu'est l'IA, face à ce carburant que sont les données de santé, comment se positionne l'industrie au regard de ces opportunités, Clarisse ? Vous l'avez souligné tous les deux, hein, si on est là aujourd'hui, très clairement, on a, malgré des innovations, mais juste extraordinaires qu'on a pu voir sur, on va dire, les 10 dernières années dans le traitement du cancer, la mortalité reste quand même importante. Et c'est la première cause de mortalité en France ou deuxième en Europe. Et c'est vraiment pour ça qu'on peut parler d'IA, de données, mais il y a un seul but. Et je pense que ça, c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer pour diminuer cette mortalité, pour un diagnostic plus précoce, plus précis, des traitements plus adaptés, meilleure qualité de vie aussi tout au long du cancer. Et c'est là où la donnée de santé et l'IA, pour pouvoir traiter cette donnée de santé, les deux vont ensemble, parce qu'effectivement, je le disais, hein, le cerveau n'est pas fait pareil, et nous permettrait d'identifier de nouvelles pistes, mais c'est aujourd'hui des atouts considérables
pour nous aider à progresser, que ce soit d'un point de vue personnalisation des traitements, de façon beaucoup plus fine, par rapport à ce qu'on peut faire dans les essais cliniques qui sont sur des patients assez normés, parce qu'on a besoin de ça au démarrage, mais après, il faut qu'on aille plus loin dans la personnalisation. Et puis, en termes de recherche aussi, pour identifier au travers des cohortes, ça peut être tester des hypothèses, ça peut voir des tendances et nous permettre de creuser, ou bien ça peut nous permettre aussi d'évaluer, Thierry en parlait, mais comme on évalue un traitement aussi dans la vraie vie, parce que ça peut, voilà, je parlais des essais cliniques, mais derrière, qu'est-ce que ça donne sur des catégories de patients bien particuliers. Donc on a vraiment besoin de ces données de vraie vie. Et on a une chance extraordinaire en France, notamment grâce à l'INCa, mais d'avoir des données de santé extraordinaires, et notamment en oncologie. D'où le projet de filière, IA et cancer. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est quand même le premier consortium, ou en tout cas de cette taille-là, entre le public et le privé, pour mettre les ressources ensemble, les moyens, les expertises, les intelligences, pour essayer justement d'identifier des projets de recherche qui nous permettent de progresser. C'est aussi un espace, sans doute une première, où aussi les laboratoires, les industriels privés vont pouvoir collaborer ensemble, parce que un projet va pouvoir servir l'autre en termes d'algorithmes, en termes de développement. Et ça, c'est aussi un bénéfice extrêmement fort. Je ne vais pas préciser pour ceux qui ne savent pas, mais il y a donc l'INCa, la BPI et 8 industriels qui font partie de ce projet de filière. Et le hub, tout à fait. Olivier a bien promu à juste raison, parce qu'on en a besoin, et on reviendra dessus sans doute tout à l'heure. C'est aussi un espace, je pense, qui est important à souligner, qui offre une sécurisation justement autour de la donnée. Ça, je pense que c'est essentiel aussi pour donner confiance dans ces projets de recherche. Et puis je le vois aussi d'un point de vue industriel, ça va nous permettre aussi, au travers des différents projets, des cas d'usage, d'aller faire des projets d'envergure, de se tester à cette facilité d'accès à la donnée, des temps de traitement, parce que si on lance une idée et 2 ans plus tard, on n'a toujours pas la réponse, c'est un peu ça aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc au travers de ces cas d'usage, d'aller tester justement tout ce qu'on peut aller chercher en termes de qualité de données, de rapidité d'accès, d'interopérabilité entre les bases, entre les différentes cohortes. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants qui devraient positionner la France. Je représente aussi un groupe américain. Et aujourd'hui, les projets de vie réelle, ils ne se font pas en France. Hein. Ils vont à Karolinska, ils vont en Israël ou aux États-Unis. Et alors qu'on a un potentiel de data en France juste extraordinaire. Donc je pense que d'avoir des cas concrets aussi vont stimuler l'attractivité de la recherche en France en données réelles pour les groupes internationaux. Et français aussi. Absolument. Enfin, on a un trésor fantastique, puisque le SNDS, il est exhaustif. Donc pour les statisticiens, c'est une sorte de Graal. Le système national de données de santé est un Graal parce qu'il représente absolument l'ensemble de la population. Peut-être, il y a beaucoup de questions qu'on a préparées, donc les réponses les plus compactes que vous pouvez pour pouvoir tenir. On a encore une demi-heure ensemble. J'aimerais bien vous poser des questions techniques également. Thierry, est-ce que le projet IA et cancer peut aider la stratégie décennale et comment ? Oui, c'est pas il peut, il va aider, il va beaucoup aider la stratégie décennale. Donc ce projet, il est très intéressant, je trouve, par ce que disait Clarisse, c'est-à-dire sur cette capacité à réunir des acteurs publics et privés. Une fois qu'on a compris, même si on est dans des mondes un peu différents, que les objectifs, les modalités de travail sont un peu différentes, les cultures un peu aussi, que l'un comme l'autre, nous travaillons au bénéfice du patient. Et que voilà, les industriels développent des solutions qui sont des solutions thérapeutiques, et nous, on veut que les patients soient mieux guéris, plus vite, mieux, etc. Donc on est tous dans le même sens. Donc une fois qu'on a compris ça, effectivement, on dit travaillons ensemble. Et je trouve que la capacité à réunir des forces qui sont forces financières, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est cette possibilité aussi de s'entendre sur des orientations, hein, de se mettre autour de la table, de discuter, de dire voilà ce qui collectivement nous paraît important, voilà ce qui collectivement nous paraît devoir être suivi demain. Ça, c'est très très important. C'est très important pour nous collectivement et c'est très important pour l'Institut national du cancer. On n'est pas une agence éthérée qui vit dans un autre monde. On a besoin d'être en prise directe aussi avec les industriels et avec les patients, évidemment. Donc ça, c'est très important. Donc la façon dont le projet FIAC, filière intelligence artificielle et cancer, va servir la stratégie, c'est qu'il va nous permettre 2 choses. D'une part, d'enrichir considérablement le jeu de données en cancérologie, en oncologie, mais considérablement. Aujourd'hui, nous avons principalement des données qui sont médico-administratives, hein, c'est le SNDS.
c'est déjà exceptionnel, hein. Mais demain, on va y mettre des données de plus en plus médicales. Donc on va médicaliser ce qui s'appelle la plateforme de données en cancérologie. Donc c'est en gros notre entrepôt de données. On va y mettre des comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaires, on va y mettre des comptes rendus de génétique moléculaire, on va y mettre des données de dépistage, on va y mettre des données de registre des cancers, on va y mettre probablement des données issues des logiciels qui préparent de gestion des chimiothérapies. Donc des données qui sont de plus en plus précises et qui vont nous permettre d'analyser de plus en plus fines à la fois les parcours, pour identifier les trous dans les parcours, mais aussi d'avoir un suivi en vie réelle, même s'il est un peu décalé dans le temps et pas en temps réel, qui sera beaucoup plus précis. Et ça, pour nous, même si ce n'est pas nous qui en bénéficions directement, on sait que ça sera un potentiel d'innovation, et le projet FIAC, il vient permettre ça, avec des projets qui sont portés par les industriels autour de l'exploitation de ces données. Et puis, c'est donc des cas concrets, là, quelques-uns qui ont déjà démarré pour donner de l'agilité. Alors, il y a plusieurs projets qui sont en cours autour du suivi en vie réelle, autour de stratégies thérapeutiques dans le cancer du sein ou dans le cancer du poumon. Il y a aussi peut-être des nouveaux outils qu'on va pouvoir construire. Je pense à un en particulier, qui est cette idée de voir comment nous pouvons collectivement modéliser, mettre en place des bras. Alors moi, j'appelle ça des bras numériques. C'est pas approprié, mais c'est un comparateur, qui est en fait un comparateur data. Voilà, et qui est une façon aussi de développer des essais de recherche clinique de manière plus simple, sans doute moins coûteuse, et donc de développer peut-être demain les essais de recherche clinique en France. Il y a une logique aussi d'attractivité de notre territoire dans ce projet-là. Absolument, merci beaucoup. Vous savez que quand on a à Paris des données de typologie différentes, on arrive à extraire des notions qui ne sont singulièrement présentes dans aucune des données, dans aucune des bases qui sont à Paris. Et c'est là l'énorme richesse de ce que évoquait Thierry, dans la capacité à avoir des données de typologie différentes que l'on peut apparier pour résoudre des questions qui viennent de l'industrie. Je pense que l'expertise industrielle doit être au cœur de cette réflexion pour pouvoir faire de la France une terre absolument performante. Peut-être à l'échelle européenne, j'ai lu attentivement la feuille de route de la mission Cancer Europe, et vous avez un projet extraordinaire qui est la capacité à créer des réseaux de plateformes où les patients pourront mettre en toute confiance leurs données. Parce que on parle beaucoup du patient, créer un réseau de plateformes où les patients pourront mettre leurs données en toute confiance. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage sur ce projet qui sera financé dans les mois qui viennent? Alors, en fait, ça se découpe en deux projets. Et donc, d'abord, merci, parce qu'on se demande toujours, quand on rédige des rapports, s'il y a quand même quelqu'un qui les lit. Et j'ai beau, quand je parle, je dis très souvent, si vous voulez répondre à l'appel d'offres, lisez quand même à la fois les recommandations et le document d'implémentation. Oui, donc on a forcément les données, c'est quelque chose qui apparaît très très souvent dans les recommandations et dans le plan d'implémentation, non seulement de la mission cancer, mais du plan Cancer Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous est apparu comme étant une source potentielle de breakthrough, de rupture. Merci. Voilà. De rupture, c'est quelque chose dont on n'a pas encore suffisamment, disons, tiré le bénéfice. Et on pense que c'est quelque chose, en effet, qui doit pouvoir nous permettre d'avoir justement des solutions de rupture. Et donc, il y a deux exemples, donc, en effet, que je vais donner. Le premier, c'est ce réseau de plateformes. Donc, c'est la plateforme Uncan EU, qui est essentiellement là pour comprendre les cancers qu'on ne comprend toujours pas. Et donc, ça rejoint la stratégie décennale avec les cancers de mauvais pronostic. Et donc là, le but, c'est de pouvoir récolter toutes les données, mais pas que les données des patients, pas que les données des échantillons, mais c'est aussi l'expertise, les cerveaux qui sont en Europe, les centres de recherche qui sont capables d'avoir des outils de microscopie, de calcul performants et qui sont là pour pouvoir justement aider à répondre aux questions de recherche qui vont émaner. Et si ces données ne sont pas suffisantes pour répondre aux questions de recherche, la plateforme pourra justement demander à ce qu'il y ait en effet des soutiens pour créer des données pour répondre aux questions. Donc il y a à la fois beaucoup de personnes, y compris les patients, nous ont dit qu'il y a trop de données et personne ne sait où elles sont et ne les utilise pas. Donc là, le but de cette plateforme, c'est de les collecter, pas de les collecter, disons, physiquement, mais c'est de savoir où elles sont pour pouvoir répondre aux questions. Et si les données n'existent pas, de pouvoir en effet mettre en place des solutions pour que ces données soient produites. Donc ça, c'est une plateforme, donc pour le moment, c'est heureusement la France.
qui coordonne donc cette mise en place de cette structure et de cette plateforme et comment elle va pouvoir fonctionner. Et donc, pour le moment, c'est plus d'une vingtaine d'États membres qui font partie de ce consortium. Et donc, l'appel d'offres est déjà parti et on a déjà le résultat. Donc, ça, c'est la France qui va coordonner avec l'INSERM. Pour la partie plus du patient, qui est également ce que les patients nous ont demandé, et ça rentre dans un de nos piliers, qui est la qualité de vie. La qualité de vie à la fois du patient, de son proche, et également du patient qui demande maintenant, un petit peu éloigné et peut-être guéri de son cancer, d'être à nouveau vu comme un citoyen, mais qui doit faire face à un certain nombre de demandes et de soucis. Et donc là, on a proposé donc un centre digital pour ce patient. Ce centre digital, en fait, existe quasiment un petit peu découpé dans un certain nombre de nos pays. Nous, on a l'espace santé qui vient d'être lancé en France. On a le Covid Tracker qui nous permet d'avoir à la fois nos informations. Là, on est rentré quand même avec notre passe sanitaire et qui nous permet de temps en temps, quand on n'a rien à faire, de regarder où en sont les chiffres, qu'est-ce que sont les dernières nouvelles. Bon. Donc, ces exemples existent et donc on voudrait le mettre en place pour chaque patient atteint d'un cancer. C'est à la fois un outil quand il sera devant son médecin qui cherchera fébrilement le résultat de son dernier scanner ou IRM, le malade va dire le voilà, moi je l'ai. Bon. Ça permet aussi aux patients donc non seulement d'organiser et de contrôler sa propre vie de patient, mais de trouver également des solutions pour pouvoir savoir s'il y a des nouveaux traitements pour sa maladie, pour savoir s'il y a des centres de référence qui existent dans un autre pays quand il part en vacances, ou quand malheureusement il y a une crise comme une guerre, d'avoir éventuellement également des informations pour pouvoir trouver un prêt, parce que c'est pas possible de trouver un prêt quand on est un patient, même guéri, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. Et donc, cet outil digital devrait permettre au patient d'avoir ses propres données à lui, mais s'il veut participer à des recherches, s'il veut lui-même initier des recherches, il pourra dire « je partage les données, mes données, elles sont là et je vais pouvoir vous les donner pour telle et telle question et tel projet ». Voilà. Donc c'est un projet que nous avons donc proposé. C'est retenu à la fois dans l'implémentation de la mission cancer et c'est également au niveau du plan cancer Europe et ça devrait probablement sortir en tant qu'action d'ici l'année prochaine. Merci infiniment. Alors Marianne m'indique qu'il y a vraiment encore 5 minutes. Je ne sais pas où est Marianne. On a commencé un tout petit peu en retard. Je voulais quand même profiter de nos invités juste pour pouvoir vous faire réagir, Clarisse, sur aujourd'hui votre position en tant que présidente du programme IAE Santé, contrat stratégique de filière. Qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre dans les 2-3 ans qui viennent pour aider l'ensemble de la filière? Alors, entreprendre, je ne sais pas, je dirais continuer, parce qu'il y a un énorme travail qui a commencé il y a déjà 2-3 ans pour justement faire reconnaître l'utilisation de cette donnée de santé. Et Olivier en parlait tout à l'heure, mais le Health Data Hub est loin d'être opérationnel, et on y croit, et ça nécessite pour ça plusieurs éléments, mais de continuer à travailler pour trouver ce modèle économique autour de la donnée de santé, s'assurer qu'elle soit toute reportée dans le Health Data Hub et que tout le monde y trouve son compte pour ceux qui génèrent cette donnée. C'est aussi de continuer à travailler avec les pouvoirs publics, parce qu'on parle de données de santé, mais aujourd'hui, est-ce qu'elles sont reconnues dans l'évaluation des traitements, dans le suivi, dans la vie en réel? Non, ou dans les prises de décision. Donc c'est quelque chose, on peut générer, investir, mais derrière, c'est comment s'assurer qu'aussi elles soient reconnues. Et puis aussi comment on partage nos données, que ce soit des données industrielles aussi, de dispositifs qui soient aussi, puis qui puissent être utilisés aussi au niveau du Health Data Hub. Donc là, c'est vraiment continuer un travail de fond, parce qu'on sait que les temps sont longs pour faire changer. Et puis, on va commencer maintenant que le projet sur le cancer est pleinement lancé. C'est de continuer aussi de lancer 2 autres cas d'usage autour des maladies rares et des parcours de santé. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je crois que le temps est court. Merci. Je me tourne vers... Marine est partie. Elle m'a dit qu'il y avait 5 minutes, mais elle est partie. Donc j'en profite pour vous regarder encore 2 minutes, juste pour vous demander à chacun, en quelques phrases, qu'est-ce que vous attendez de la prochaine mandature présidentielle dans votre domaine? Quelques phrases,
évidemment liées à l'IA, la data, le patient, le cancer. Qui veut réagir? Moi, j'ai une solution très facile pour répondre. C'est, comme je vous l'ai dit, le ministère de la Recherche a lancé toute une journée autour de la mission européenne et le citoyen, donc le 21 mars prochain. On a en effet dans cette réflexion l'utilisation des données, qui est quelque chose que chaque citoyen côtoie tous les jours et veut en effet utiliser, partager. Donc j'espère vraiment que le citoyen prenne une place encore plus forte pour pouvoir défendre l'IA et santé. J'ai appris au travers des associations de patients, des parents d'enfants avec des cancers pédiatriques, que le citoyen a un poids quand il parle. Il faut l'écouter. Donc voilà, j'aimerais qu'on se retourne un petit peu plus vers cette voie. Je pense que quand on regarde le sujet data, il me semble que les briques sont là. Donc même si le hub effectivement est aujourd'hui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière, mais il devrait la trouver et il a une vraie vocation. Il me semble que s'il y a quelque chose qu'on pourrait espérer et souhaiter encore dans les années à venir, c'est de trouver l'agilité nécessaire pour traiter l'innovation. Je crois que là, on n'y est pas encore. La data, ça me semble, il y a quelques écueils, mais on voit bien qu'on est sur la route, on peut accélérer, mais sur l'agilité dans le traitement des innovations, notamment du côté des procédures administratives, du droit commun, du financement, etc. Il y a encore pas mal de travail à faire. Et on sait que collectivement, ça, c'est une condition importante pour que l'innovation arrive au pied du lit du patient. Alors, il faut saluer le travail de la Haute Autorité de Santé qui nous a récemment ouvert la capacité à un dialogue sur la durée pour faire reconnaître les données et les méthodes avancées, entre autres d'IA, utilisées sur les datas nationales. Clarisse, un mot sur la prochaine mandature? Même si les briques sont là, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Parce que c'est, se dire que même le projet filière IA et cancer, 2 ans pour aboutir, c'est trop long, quoi. C'est juste pas possible, alors que les briques sont là. Donc je pense qu'avoir une vraie politique autour de la donnée de santé qui nous permette beaucoup plus rapidement et de nous positionner la France comme une terre de recherche avec le patrimoine qu'on a. Donc oui, il y a des signaux importants, il y a une volonté qui est là, mais il faut que ça se concrétise de façon plus forte et plus rapide. Et le deuxième, je dirais, qui rejoint la FIAC, mais le décloisonnement public-privé. Je vois à différents domaines, dont celui-là. C'est une vraie force. Il faut que qu'on puisse simplifier encore, qu'on puisse avoir confiance aussi entre les différents acteurs, parce que c'est la vraie force qu'on peut avoir dans la recherche. Merci infiniment à vous tous de cette participation. Merci à vous de votre présence.